Dernier point, donc on est parti d'un sujet anatomique, ensuite on est sur un sujet qui sera présent dans les recos mais qui mérite d'être souligné. Et là on va parler d'avenir, justement sur ces nouvelles thérapies qui sont développées dans plein de cancers, plein de tumeurs, mais qui trouvent des déclinaisons dans la vessie. Et nous on se réjouit parce qu'enfin la palette thérapeutique dont on va disposer semble pouvoir s'étoffer grâce à ça. On t'écoute Nadine, explique-nous comment ça marche. Oui, donc on va reprendre un petit peu les bases de l'immunologie et notamment appliquées au cancer. Et la question c'est finalement, est-ce que la réponse thérapeutique elle n'est pas intrinsèque à chaque patient ? Donc il faut savoir que ce qu'on appelle l'immunothérapie aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très large. C'est probablement, je dis nous en oncologie, notre troisième ère thérapeutique, après les cytotoxiques, la chimiothérapie, après l'ère des thérapeutiques ciblées. On parle aujourd'hui de l'ère de l'immunothérapie, avec deux voies d'action différentes que l'on va expliquer aujourd'hui. Soit on peut agir en stimulant les lymphocytes T qui vont tuer les cellules tumorales, soit on peut moduler des checkpoints, donc des points de régulation de la réponse immune pour la stimuler également. Alors, comment ça marche notre système immunitaire? Donc, normalement, la cellule tumorale va fabriquer un certain nombre d'antigènes qui vont être reconnus comme des antigènes étrangers à notre nature, qui vont être captés par des cellules présentatrices, donc qui vont aller ensuite, ces cellules présentatrices, à l'intérieur des ganglions, elles-mêmes présenter ces antigènes à nos lymphocytes, et notamment nos lymphocytes T, qui vont entraîner dans une deuxième étape une phase effectrice, et donc c'est ces lymphocytes T activés qui ont reconnu ces antigènes particuliers qui vont être capables de détruire la cellule tumorale, soit directement, soit par la sécrétion d'un certain nombre de facteurs. Alors, l'immunité, c'est toute une question d'équilibre. Alors, le lymphocyte T va avoir des récepteurs activateurs, des récepteurs inhibiteurs. Tout est question d'équilibre, c'est l'homéostasie interne à notre organisme, puisqu'il ne faut pas non plus, dans un processus normal, que le système immunitaire s'emballe. Il y a un certain nombre de pathologies qui sont connues comme ça. Donc, il y a un phénomène d'équilibre entre des récepteurs qui vont activer la réponse immunitaire et des récepteurs qui vont les inhiber. Et notamment, dans ces récepteurs inhibiteurs, il y en a deux maintenant qui sont bien connus, le CTLA4 et le PD-1, qui sont donc là pour éteindre cette réponse immunitaire et qui vont être stimulés, bloqués par les cellules tumorales en réponse à ce système immunitaire. Donc les cellules tumorales, elles vont avoir des mécanismes de résistance pour stopper la réponse immunitaire, soit il va y avoir une perte d'expression des antigènes à la surface des cellules cancéreuses et elles ne vont plus être reconnues comme anormales, soit elles vont inhiber directement l'activité des lymphocytes T en sécrétant un certain nombre de cytokines ou en stimulant des cellules immunosuppressives, donc elles vont attaquer directement le lymphocyte T. Soit elles vont exprimer des ligands à ces deux récepteurs que j'ai nommés, PD-1 et CTLA4, qui vont donc bloquer, qui vont inhiber le lymphocyte T en bloquant ces récepteurs. Donc CTLA4 et PD-1, PD-L1, ce sont des checkpoints qui sont intéressants et pour lesquels on a maintenant des thérapeutiques qui vont permettre de relancer la réponse immunitaire et de stimuler les lymphocytes T qui vont reconnaître les cellules tumorales. Donc c'est un peu ces pistes de l'immunothérapie, la ruée vers l'or, et notamment dans le cancer de la vessie, puisqu'on est quand même depuis 30 ans avec une ligne principale de chimiothérapie autour du cisplatine, MVAC, cisplatine, gemcitabine. On est relativement pauvre. Il y a une seule molécule qui a l'AMM en deuxième ligne, qui est la vinflunine. Et on attend depuis de nombreuses années de nouvelles pistes thérapeutiques. Donc beaucoup de laboratoires, vous pouvez voir la liste des molécules en cours de développement, se sont engagés sur ces nouvelles voies. Et je vais vous donner maintenant les principaux résultats et surtout les derniers résultats de cette année. Donc, il y a eu en présentation à l'ASCO les résultats de l'essai de phase 2
Invigor sur 2 cohortes de patients. Il y avait une cohorte de patients en première ligne thérapeutique métastatique cancer de vessie qui était ce qu'on a appelé tout à l'heure unfit pour une chimiothérapie à base de platine. Et il y avait une cohorte de patients en deuxième ligne, donc après un traitement à base de sel de platine et en échappement. Et ce que l'on voit là, ce sont des résultats qui sont très intéressants pour cette cohorte de patients en deuxième ligne, donc à peu près une centaine de patients. La moitié des patients ont une réponse thérapeutique induite par la molécule qui est un anti-PD-L1, l'atezolizumab, qui est donné en intraveineux toutes les 3 semaines. Alors, ce qui est intéressant, tu parlais tout à l'heure, Morgane, de population sur un diagnostic moléculaire pour prédire la réponse thérapeutique. Alors, c'est quelque chose que l'on cherche énormément aujourd'hui dans l'immunothérapie. On a des résultats qui vont un petit peu dans les deux sens. Ce que l'on voit ici sur cette cohorte de patients, c'est finalement, quel que soit le niveau d'expression de PD-L1 dans l'environnement tumoral, on voit ici IC 2-3, donc fortement positif, IC1 ou IC négatif, donc inférieur à 1% de cellules dans l'environnement péritumoral qui est marqué PD-L1. On a une réponse thérapeutique, quel que soit le groupe de patients. On reviendra sur ce point de discussion important. Sur cette cohorte de patients localement avancés, inéligibles au sel de platine, on a une survie médiane qui est de presque 15 mois, ce qui est très très intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas utiliser de sel de platine, on utilise principalement de la gemcitabine en monothérapie et on a une espérance de vie en première ligne de 7 à 8 mois pour ces patients unfit. Donc on voit qu'on a vraiment là un gain très important sur cette cohorte. Et quand on regarde les résultats de la cohorte 2 en deuxième ligne, là aussi, quel que soit le marquage péritumoral en PD-L1, on a une réponse très intéressante chez tous les patients. À peu près la moitié des patients vont avoir une réponse thérapeutique. Et on a une survie globale sur toute cette population de presque 8 mois en deuxième ligne thérapeutique, ce qui est aussi très intéressant et qui est favorable pour les patients qui ont un immunomarquage plus important. Donc les patients qui vont avoir un environnement péritumoral exprimant fortement PD-L1 vont avoir une espérance de vie de presque 12 mois avec cette immunothérapie. Donc on voit, c'est des choses pour l'instant très précoces puisque c'est des résultats de phase 1, de phase 2, mais on voit que pour la première fois depuis plus de 10 ans, on a un gain en survie globale chez ces populations. Alors il y a un autre résultat qui était très intéressant cette année, qui était le résultat de l'étude CheckMate 032, c'est le nivolumab qui est un anti-PD-1 qui se donne également en intraveineux toutes les 3 semaines. Et là, on a une réponse chez plus de la moitié des patients. Et vous voyez le petit code couleur bleu et rouge en fonction du marquage péritumoral PD-L1. Finalement, on voit que le code couleur est très mélangé, ce qui veut dire que tous les patients, quel que soit le niveau d'expression, ont potentiellement une réponse thérapeutique avec ce type de molécule. Alors, il y a des données aussi qui sont surprenantes et très intéressantes. C'est que la réponse obtenue finalement est obtenue de façon très précoce dans les 2 premiers mois de traitement, puisque là aussi, on s'est dit nouvelle cible thérapeutique, est-ce que nos critères RECIST sont toujours valables? On a parlé que comme on entraînait une réponse immunitaire, éventuellement, on pouvait avoir l'impression d'avoir une tumeur qui grossissait avec la thérapeutique, mais il faut savoir que finalement, cette réponse, on l'obtient dans les 2 premiers mois de traitement et qu'elle est prolongée dans le temps, même chez des patients chez qui le traitement va être suspendu pour une raison de toxicité ou une autre raison. Vous voyez ici, dans la deuxième partie du graphe, un patient, quand ils sont sous traitement, le code couleur est bleu. Quand on arrête le traitement, le code couleur devient rouge. Et on a un patient qui a une réponse thérapeutique qui est maintenue malgré le fait que le traitement a été arrêté depuis plusieurs semaines. Donc on voit qu'on a un mécanisme d'action complètement différent de ce qu'on connaissait avant avec nos chimiothérapies classiques. Il va falloir apprendre à travailler avec ces molécules, savoir les évaluer et savoir les gérer dans le temps, surtout ne pas se presser pour obtenir et voir cet effet prolongé de réponse thérapeutique.
Donc là aussi, on a une confirmation chez ces patients qui sont post-platine d'une réponse tumorale prolongée dans le temps, puisqu'on a une survie médiane qui est à presque 10 mois chez cette population. Je vous rappelle qu'en deuxième ligne thérapeutique, avec la vinflunine, on avait une survie globale de 7,2 mois dans l'essai de phase 3. Donc on a encore beaucoup de questions, hein. On voit qu'on est vraiment sur un terrain en friche. La question du biomarqueur, est-ce que le statut PD-L1 est vraiment important? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse immunitaire, en fait, elle est très souple au cours du temps. Dans l'essai Imvigor, en fait, il faisait une étude sur les biopsies ou sur la pièce de cystectomie initiale alors que les patients étaient traités soit en première, soit en deuxième ligne métastatique, donc avec un délai important entre l'analyse histologique et le moment où on introduit la thérapeutique. Donc, quelle est la valeur de ce marquage qu'on obtient plusieurs mois, voire quelques années avant, hein, voilà. Parce que tu le dis bien, et on l'a vu dans les premières études, c'est un marquage immunohistochimique qui vous dit vous êtes PD-L1 plus ou négatif. Alors, les gens croyaient que c'était un statut binaire et qu'il était ancré comme une sérologie qu'on aurait pu avoir. Là, manifestement, ça n'est pas le cas. Et quand on donne la drogue chez les patients qui n'ont pas ce statut, manifestement, il y a quand même des répondeurs, comme tu l'as dit, donc c'est un peu troublant. C'est un peu troublant parce que je pense qu'on a de toute manière, d'une part, des niveaux d'expression qui peuvent être calculés de façon différente entre les études. Il y en a qui tiennent compte du niveau d'expression tumorale, il y en a qui tiennent compte du niveau d'expression tumorale et de l'environnement péritumoral. Et puis, les études sont souvent faites sur des pièces histologiques qui ont été prélevées bien en amont du moment où on va mettre en place la thérapeutique. Donc, ce qu'il faudrait, c'est être capable de rebiopsier les patients au moment où on va introduire le traitement et d'avoir une fenêtre très courte puisqu'on sait que ça peut être la réponse immunitaire labile dans le temps, à 15 jours, à 1 mois. C'est quelque chose d'extrêmement Ce dont on flexible. s'est aperçu, c'est que les industriels, en fonction de la drogue qu'ils avaient développée, essayaient de développer un outil propre à chacun de leurs drogues. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'ils se sont retrouvés avec des outils qui ne semblent pas être fonctionnels. Et maintenant, ils sont obligés de les exploiter ou de répondre à cette question, et ils regrettent un petit peu d'être partis dans cette direction-là. C'est le sentiment que j'ai. Tout à fait. Donc, tout à fait. Voilà. Et la deuxième question que l'on a, eh bien, comment on va évaluer le bénéfice clinique chez nos patients? Est-ce que les critères RECIST seuls peuvent suffire? Je vous ai parlé de cet environnement péritumoral. Si on déclenche une réponse immunitaire, forcément, on va avoir un amas de lymphocytes T qui vont venir entourer notre processus tumoral. Il va falloir en tenir compte dans la réponse thérapeutique. Et je crois que surtout, eh bien, encore une fois, on a une drogue où l'évaluation clinique va être importante. Un patient qui se sent bien sous traitement, qui est mieux sous traitement, surtout nos patients s'altèrent très facilement en évolution métastatique dans le cancer de la vessie. Il faut maintenir la drogue et se donner un petit peu de temps pour tenir compte de cette participation lymphocytaire à l'évaluation. Et je terminerai en disant, je vous ai parlé de la ruée vers l'or, mais c'est vraiment ça. Vous voyez ici sur ce schéma le descriptif de toutes les études en cours et certainement elles doivent être actualisées de mois en mois tellement ça fleurit. Donc à la fois sur des tumeurs de vessie non infiltrantes, sur des tumeurs de vessie localisées et en situation métastatique avec un certain nombre de drogues en développement, soit en monothérapie, soit en association. Là, on n'a pas encore de résultats avec des anti-CTLA4, mais on sent bien que les industriels, là aussi, veulent faire des combinaisons anti-PD-1, anti-PD-L1, plus ou moins anti-CTLA4, et pourquoi pas des combinaisons avec des produits de chimiothérapie également. Merci Nadine, on va rester sur cette diapositive pour conclure. Mais ce qui est clair, c'est que ces drogues ne sont pas encore complètement entrées dans la pratique quotidienne des urologues parce qu'on est sur du métastatique pour le moment. Ce ne sont pas, a priori, les patients qu'on voit dans notre pratique, qui sont vraiment ceux qui sont au cœur de votre métier. Et on voit bouger ce champ dans l'histoire naturelle de la maladie des drogues et des molécules, et on ne peut que se réjouir de voir s'étoffer potentiellement l'art thérapeutique. On sait que parfois il y a des drogues qui sont dans le pipeline et qui n'iront pas au bout. Mais là, compte tenu de l'embouteillage, on peut imaginer qu'il y a quand même quelques indications. Et le CCFU travaille actuellement au développement de certains protocoles dont vous entendrez parler probablement ultérieurement sur les tumeurs de la vessie n'infiltrant pas la musculeuse. Géraldine, une remarque ou un point que tu veux souligner? Juste une remarque concernant effectivement les stratégies néoadjuvantes et adjuvantes avec l'immunothérapie. Le problème qui se pose, c'est que souvent on dit qu'il faut de la tumeur en place pour pouvoir induire
par le traitement de type immunothérapie le système immunitaire au contact de la tumeur. Et c'est vrai qu'en situation adjuvante, on va se retrouver avec la difficulté d'avoir retiré la vessie et de ne plus avoir de tumeur en place. Est-ce que tu as des données là-dessus, de l'immunothérapie qui marche quand même si la tumeur n'est plus en place? Alors non, j'ai pas de données de publication pour répondre clairement à ta question, mais si on fait un traitement adjuvant, l'idée c'est qu'il y aurait toujours quelques cellules tumorales circulantes, donc potentiellement génératrices d'antigènes reconnaissables par notre système immunitaire. Donc on imagine que si on a un bénéfice, c'est parce qu'il reste des micrométastases qu'on n'a pas été capable de détecter, mais immunogènes en tout cas. Yann, un point. Je crois que c'est un point extrêmement important. Le système immunitaire n'a pas un effet uniquement local. Il y a des ganglions dans lesquels peuvent se loger les lymphocytes T, notamment les lymphocytes T régulateurs qui posent problème. Et puis, comme tu le disais, Morgane, je crois que là où, en tant qu'urologue, on a de grands espoirs, c'est qu'on fait de l'immunothérapie depuis des années avec la BCG-thérapie, une immunothérapie qui n'est pas spécifique, dont on sait qu'elle perd de l'efficacité dans le temps à cause de la tolérance immune qui s'installe progressivement, qui fait que le BCG induit l'effet contraire de celui qu'on escompte, c'est-à-dire qu'il protège le tissu vésical du système immunitaire. Et donc finalement, grâce à ces nouvelles molécules, on a l'espoir de pouvoir améliorer le traitement dès le stade n'infiltrant pas le muscle. Et donc on a hâte de pouvoir inclure des patients dans de tels protocoles. Bien, il me reste à vous remercier, à chacun d'entre vous de nous avoir rejoints sur le plateau, Nadine Ouédé, Géraldine Pignot, Yann Neusier. Je laisse la parole à Arnaud Méjean qui va faire la synthèse de nos propos aujourd'hui et on vous retrouvera très prochainement sur www.eurofrance.org pour les prochains modules du CCAFU Online. À très bientôt, merci.